Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 10 au 16 juillet. Première mondiale, des cellules souches pour donner la vie. Pour la première fois au monde, des spermatozoïdes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ont fécondé un ovocyte et donné la vie. Cette réussite édifiante, obtenue sur des souris, devrait permettre aux scientifiques de mieux comprendre la formation des spermatozoïdes et, à terme, de traiter certains types d'infertilité. Mais avant cela, il faudra améliorer la technique car elle est encore imparfaite. Avant d'aboutir à ce résultat, les chercheurs ont ajouté à des cellules souches embryonnaires de souris de l'acide rétinoïque, un composé connu pour jouer un rôle dans le développement des spermatozoïdes et des ovocytes. Après 72 heures, ils ont constaté que certaines cellules en culture commençaient à présenter des structures proches de celles des spermatozoïdes, puis vérifié que celles-ci avaient bien connu une méiose, cette division cellulaire se déroulant durant la gamétogénèse. Pour tester le potentiel de fécondation des spermatozoïdes obtenus, l'équipe a ensuite injecté ces derniers dans des ovocytes de souris. Les embryons obtenus ont alors été placés dans des souris porteuses. Le taux de réussite est faible, mais le résultat est bien là. Sur 210 ovocytes fécondés, 65 ont entamé une division cellulaire et 7 souris ont survécu à la naissance. Certaines d'entre elles sont mortes au bout de quelques jours, les dernières au bout de 5 mois. Leur espérance de vie était donc nettement inférieure à celle de l'espèce, les souris vivant usuellement plusieurs années. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie vie. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier L'homme immortel, éternité et médecine régénératrice. Dinosaures, plus ils étaient gros, plus ils étaient chauds. Les dinosaures étaient-ils à sang chaud ou à sang froid ? Selon Jamie Gilhooly et ses collègues de l'université de Gainesville en Floride, qui publient les résultats de leurs travaux, tout dépendait de leur taille. En effet, il ressort de leur étude que plus les dinosaures étaient imposants, plus leur température était élevée. La raison ? Le rapport entre la surface de contact avec l'extérieur et le volume de leur corps diminuait, ce qui leur permettait de mieux stocker la chaleur. Un phénomène qui prenait de l'ampleur dès lors que le poids d'un dinosaure dépassait les 600 kg. Ainsi, Jamie Gilhooly et ses collègues ont établi que les espèces les plus petites avaient une température d'environ 25 degrés Celsius, donc sensiblement proche de celle de leur environnement, tandis que celle du corps du brontosaure de 13 tonnes atteignait les 41 degrés Celsius. Pour aller plus loin, les chercheurs ont pris comme sujet d'étude le Sauroposéidon protellès, un mastodonte de 60 tonnes, et constaté que sa température devait avoisiner les 47,7 degrés Celsius, soit la valeur limite pour la plupart des animaux. Ce résultat leur permet de suggérer que la température est peut-être l'un des facteurs ayant empêché les dinosaures de devenir encore plus imposants. Autre point intéressant qui ressort de cette étude, le corps des jeunes brontosaures présentait une température de 20 degrés inférieure à celle de leurs aînés. Alors que les cadets cherchaient le soleil comme les lézards, les adultes avaient peut-être à prendre régulièrement des bains pour se refroidir. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Nous vous invitons aussi à consulter le dossier Enquête sur la disparition des dinosaures. Futura Science. Sophia, un Boeing 747 pour observer les galaxies et les trous noirs. Un Boeing 747 équipé d'un télescope de 2,5 mètres prendra bien son envol dans la stratosphère. En effet, Michael Griffin a annoncé le mardi 4 juillet dernier que malgré le budget serré de la NASA, le projet d'observatoire stratosphérique pour l'astronomie infrarouge, SOFIA, verra bien le jour. L'observatoire stratosphérique était prêt pour ses premiers tests en vol programmés début 2006, lorsque l'agence avait décrété que ce projet sortait du cadre du budget et avait décidé de geler son financement dès 2007. Ce choix avait provoqué une levée de boucliers au sein de la communauté des astronomes. En effet, SOFIA se trouvait déjà à un stade avancé, son télescope et certains de ses instruments ayant déjà été validés.
Sophia est un Boeing 747 modifié pour pouvoir accueillir dans son ventre un télescope de conception allemande de 2,5 mètres de diamètre et de 22,7 tonnes. À la faveur de la nuit, il s'envolera à 13 km d'altitude, au-dessus de 99% de la vapeur d'eau responsable du blocage des rayons infrarouges, pour prendre des clichés infrarouges détaillés de certaines régions de l'espace, une manœuvre que les plus grands télescopes basés au sol seraient bien incapables d'accomplir. Sophia est donc de nouveau à l'ordre du jour, mais c'est au détriment d'un autre projet, la mission SIM, qui devrait voir s'intensifier la chasse aux exoplanètes. Selon le porte-parole de la NASA, SIM ne serait pas annulé, mais simplement reporté à 2015 ou 2016. Affaire à suivre. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Google Vidéo et MSN Vidéo s'invitent en France. Tandis que les jeunes pousses comme Kevego, Vpod TV ou Dailymotion lèvent des millions d'euros pour financer leur croissance, les poids lourds américains comme Google ou MSN ont simultanément lancé sur le marché français leur plateforme de vidéo à la demande. Limité dans un premier temps aux utilisateurs d'Internet Explorer, MSN Video reprend le format mis en place aux États-Unis avec l'intégration d'un lecteur Windows Media Video dans la page web et un système de playlist fonctionnant en drag and drop. Face à MSN Video, Google dévoile également la version française de Google Video, une plateforme plus ambitieuse puisqu'elle combine une logique communautaire et des services de vidéo à la demande professionnelle. Reprenant la formule de YouTube ou du français Dailymotion, Google Vidéo permet à n'importe quel internaute d'uploader un fichier vidéo, de le rendre accessible dans son index, voire de le rediffuser sur un blog en copiant un bout de code ou de l'importer sur un iPod ou une PSP. Contrairement à Yahoo Vidéo, qui reste un véritable moteur de recherche multimédia, MSN Vidéo et Google Vidéo revendiquent donc des positionnements de sites de destination. Reste à savoir si les chaînes de télévision verront ces nouveaux acteurs comme des partenaires potentiels ou de véritables concurrents. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie high-tech. Futura Science, au cœur de la science. 14 juillet, des feux d'artifice haut en couleur. Vendredi dernier, des concerts d'explosions ont retenti un peu partout en France et le ciel s'est embrasé d'une myriade de gerbes multicolores. Ce 14 juillet était l'occasion de s'émerveiller à nouveau devant des feux d'artifice, surtout si l'on survole les villes en avion, mais également celle d'admirer la technique et la chimie mises en jeu. Naturellement, la teinte d'un feu d'artifice dépend de sa composition chimique. Avec du cuivre, on obtiendra une belle bleue, avec du barium, un bouquet vert, avec du calcium, un soleil orangé, et avec du titane et de l'aluminium, des gerbes blanches. Que l'on contemple un soleil, une comète, un serpentin ou une bombe, c'est la composition de l'explosif, sa structure et la disposition du mélange autour de l'allumeur qui régit leur effet. Certains dispositifs comptent plusieurs compartiments, sont bâtis en étages pour engendrer des explosions secondaires et surprendre les spectateurs qui lèvent les yeux au ciel. Sans oublier qu'il faut synchroniser les explosions successives. Mais alors que les spectateurs affluent des alentours et se postent sur les ponts, les places, les balcons, comment s'assurer que tout le monde profitera du spectacle et que certains ne verront pas les gerbes de profil ? Pour ce faire, les pyrotechniciens peuvent envoyer plusieurs fusées à la fois, éclosant devant plusieurs angles de vue et satisfaire l'ensemble du public. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie matière. Des électrodes sur le cerveau pour traduire la pensée en mouvement. Il y a 5 ans, Matt Nagle était blessé à la moelle épinière et devenait tétraplégique. Aujourd'hui, il peut vérifier ses courriels, contrôler un bras robotisé et jouer à des jeux vidéo par la seule force de la pensée. Le secret de cette petite révolution, des électrodes greffées sur son cerveau. Au cours d'une opération chirurgicale qui a duré près de 3 heures, Matt Nagle s'est vu transplanter une sonde tapissée d'une centaine d'électrodes dans le centre moteur de son cerveau. Grâce à cet implant, il lui suffit à présent de penser pour bouger un bras robotisé ou utiliser un ordinateur et accomplir des fonctions sommaires. Les électrodes fichées dans le centre moteur mesurent les signaux électriques générés par ces neurones lorsque Matt Nagle se concentre sur un mouvement qu'il souhaite accomplir ou sur un curseur qu'il souhaite déplacer à la surface de l'écran.
Ces stimuli sont ensuite acheminés jusqu'à un récepteur en titane situé à l'extérieur du crâne et relié à un ordinateur. Les nouvelles capacités de Matt sont connues depuis le mois de mars 2005, mais les détails de la technologie utilisée n'ont été exposés que depuis jeudi dernier dans la revue Nature. Si ces résultats sont très encourageants, le concepteur précise que le système n'est encore qu'au stade du prototype et qu'il faudra patienter plusieurs années avant de le voir accessible à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie recherche. Futura Science. Les autres faits marquants en bref. Le 10 juillet 1856, dans un petit village de Croatie, venait au monde Nikola Tesla. 150 ans plus tard, la communauté scientifique rend hommage à ce grand physicien aux 900 brevets, pionnier en électricité, découvreur entre autres de l'alternateur et de la bobine Tesla. Et puis la navette Discovery est bien revenue sur Terre hier à 13h14 temps universel, soit 15h14 heure de Paris. Après inspection de son bouclier thermique, la navette Discovery avait été jugée capable d'accomplir sans risque sa manœuvre de retour. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Sachez qu'en plus des actualités, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futura Science vous propose aussi, en partenariat avec regionjob.com, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. Futura Science vous propose aussi des podcasts vidéo en partenariat avec Mona Lisa Productions. Bonne découverte et bonnes vacances sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.